Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Il est l'heure, mon senior, une émission du département de la Loire en collaboration avec TL7. C'est une émission dédiée à vous, mesdames et messieurs les seniors, où vous retrouverez des témoignages, des conseils d'experts. Nous vous emmènerons à la découverte de lieux dédiés à la pratique sportive. Bref, nous allons vous proposer une recette du bien vieillir à vous, chers habitants de la Loire. Et au sommaire de l'émission, nous allons vous faire découvrir les maisons sport santé. Il s'agit d'une structure pour reprendre une activité sportive lorsqu'on a été hospitalisé ou que l'on n'a jamais fait de sport et que l'on souhaite s'y mettre. Nous vous emmènerons chez une restauratrice du côté de Chalmazel à la découverte du Patia. Vous allez voir, c'est un régal. Vous verrez comment un couple vivant à la Tour en Jarret a adapté son logement afin que ce soit plus facile à vivre au quotidien pour Philippe Déco qui est atteint d'une maladie. Et puis enfin, nous partirons sur les traces d'une guide de moyenne montagne dans le nord du département à Chalmazel. Elle nous partagera ses conseils pour faire de la raquette en toute sécurité. Mais avant d'aller à la rencontre de tous ces Ligériens qui sont aux quatre coins de notre territoire, je vous propose de découvrir notre invité, Yves Laval. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes un grand sportif, vous êtes triathlète, 3 fois champion de France. Une fois, vous êtes terminé 3e dans un duathlon. C'était en Suisse récemment. Moi, la première question que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un senior? Est-ce que vous vous considérez comme un senior? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Quand je suis avec des gens dans les triathlons ou dans le sport en général, ce sont tous des gens qui sont en général plus jeunes que moi. Les seuls qui me le rappellent, ce sont mes enfants. Alors, on peut quand même dire votre âge? J'ai 71 ans. Oui, 71 ans. Alors, avec vous, on va parler de sport. Vous êtes un sportif amateur. On pourrait presque croire que vous êtes professionnel, en fait, avec les chiffres. Je l'ai dit en introduction. Vous avez plus de 270 triathlons à votre compteur. Ça fait 35 ans que vous faites cette activité. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette activité, le triathlon? C'est quoi? Alors, c'est plus de 270 triathlons et duathlons. C'est les deux épreuves. Alors, le triathlon, c'est natation, vélo, course à pied, toujours dans la même, de la même suite. Ça va de 500 mètres de natation à 4 km. Et ça va de 10 km de vélo à 180. Et en course à pied, c'est de 10 km au marathon. Pour vous, le sport, c'est quoi en fait? C'est quelque chose qui fait partie de votre vie? Exactement, oui, ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas le sport, la vie sans le sport. C'est au même titre que de manger, que d'aller faire une activité, quelle que soit, ou d'aller au travail. Moi, je pratique le sport. J'ai fait du sport depuis toute ma vie. J'ai commencé à 7 ans. Vous faisiez quoi alors? C'était pas le triathlon à l'époque? Non, c'était de la gymnastique. De la gymnastique. Ouais. Et vous avez connu le triathlon un petit peu par hasard? Oui, tout à fait par hasard, parce que après la gym, j'ai fait du vélo. Et je voulais chercher une activité qui demande moins d'entraînement. Et un jour, en me promenant dans Saint-Étienne à une télévision, c'était aux Nouvelles Galeries, pour ne pas le citer, ils faisaient voir l'arrivée du triathlon de Nice. J'ai dit ça, c'est super. Vous avez envie de faire ça? C'est ce que j'avais envie de faire ça, quoi. Et de là est parti, j'ai trouvé quatre autres personnes, copains à moi, qui faisaient du vélo. Et on a monté le club de tri à Saint-Étienne en 1985. Et on est parti, on était 5. Voilà. Yves, on va continuer notre discussion. On va tout de suite parler d'un autre sujet, c'est le sport et la santé. Nous accueillons Jean-Yves Bonnefoy. Bonjour, nous allons parler tout de suite après la diffusion du reportage du sport sur ordonnance. Qu'est-ce que c'est? Parfois, l'âge, la maladie peuvent être des freins à notre engouement sportif. Le Comité olympique de la Loire, en lien avec le département, ont mis en place une plateforme qui s'intitule Sport Santé 42. Cela permet aux personnes dans la reprise ou dans la découverte d'activités physiques de faire du sport autrement. C'est le médecin généraliste en fait qui va vous prescrire une ordonnance et ça va vous permettre de faire du sport. C'est Julien Rivière qui nous fait découvrir direction Saint-Étienne à l'Étoile de Montaut. Alors le sport sur ordonnance, déjà, ça part d'un décret de loi qui dit que le médecin traitant, il peut proposer à ses patients et prescrire une activité physique. Donc ça concerne principalement les patients qui sont atteints d'une affection de longue durée, donc ce qu'on appelle une ALD, c'est-à-dire une pathologie chronique, donc quelque chose qu'on va avoir sur le temps. On retrouve les maladies cardiovasculaires, l'obésité,
un petit peu ce qui va durer sur le long terme. Suite à ma maladie, j'ai fait du sport sur ordonnance et depuis je continue parce que ça m'a fait énormément de bien, aussi bien pour les équilibres que pour le souffle. Et puis on apprend à dominer notre corps un petit peu. Voilà. Touforme est effectivement un programme de santé publique. Nous avions la structure, puisque nous avons les locaux. Nous avons une activité au quotidien, entre 4 et 6 heures de créneau par jour. Et nos salariés à pas commençaient à être reconnus. Donc le rapprochement avec le comité olympique et avoir des créneaux passerelles pour le compte du comité olympique permettait de boucler la boucle au niveau de l'offre du sport adapté. Une fois que l'ordonnance est terminée, on ne va pas les laisser comme ça dans la nature. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire passer un bilan physique d'1h30 et ce bilan, il va être divisé en 2 parties. Une partie de 45 minutes où on va justement échanger avec la personne pour vraiment apprendre à la connaître, où elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants. Et une deuxième partie, on va leur faire passer des petits bilans physiques, des petits tests en fait pour établir leur profil et les orienter après au mieux vers ce qui leur correspond. On en a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bravo! C'est important, Jean-Yves Bonnefoy, que tous les Ligériens puissent faire de l'activité à tous les âges. Oui, c'est très important. Moi, il y a une chose qui me rassure, c'est qu'on considère le sport maintenant comme une thérapie. On a le sport loisir, le sport compétition et là, le sport thérapie. Je me souviens d'un slogan, pour le mal de dos d'ailleurs, où on disait « le bon traitement, c'est le mouvement ». Là, on est typiquement sur la même chose. C'est une problématique au niveau du département de la Loire qu'il faut qu'on porte encore. On a le sport sur ordonnance qui est par les médecins, qui vient par les médecins. On a une centaine de médecins qui nous font ces ordonnances pour le sport santé. Vous en avez besoin de davantage de médecins? Vous avez besoin de plus de médecins? Il faut qu'on développe, on en parlait, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu encore, il faut vraiment qu'on développe ce côté sport santé. Moi je crois vraiment que le sport peut être une bonne thérapie. D'ailleurs, quand on voit l'état dans lequel on se retrouve à 71 ans, quand on est un bon sportif, ça aide à penser. Non, mais moi je pense qu'il faut surtout que ça se sache. Parce que les gens ne le connaissent pas, ne savent pas que ça existe. Ils sont malades, ils vont vers le médecin et ils prennent des cachets, des piqûres parce qu'ils ont mal au dos, alors que s'ils faisaient du sport, peut-être que ça passerait sans médicaments. C'est vrai. Mais les gens ne savent pas qu'on peut avoir... Suffisant. C'est pas suffisamment dans la tête des gens. Je pense qu'il faut que les gens sachent que ça existe, qu'on peut se soigner en faisant du sport. Absolument. En moyenne, ils ont quel âge les bénéficiaires de ce C'est en fonction des pathologies, mais on a entre 13 et 87 ans pour le plus ancien, sur une moyenne de 51 ans. Il y aura environ 700 personnes qui sont concernées. Et là aussi, il faut vraiment qu'on monte les effectifs. Les structures, elles sont nombreuses dans le département? On a une centaine de structures pour l'instant sur le département. C'est quelque chose qui se développe malgré tout. Donc ça vient par les clubs, ça vient par la passerelle sport santé. Donc ça se développe et j'espère que ça va vraiment bien se développer. En plus de ce sport santé, le département de la Loire mène d'autres actions, et notamment des actions qui sont auprès de maisons de retraite. Qu'est-ce qui se passe en fait? On va faire du sport dans la maison de retraite? Voilà, le principe c'est ça. Au niveau de la maison de retraite de la Loire, on a un salarié à temps plein depuis maintenant 7 ans qui fait faire du sport à nos résidents. Alors là aussi, c'est pas parce qu'on est en maison de retraite qu'on ne peut plus rien faire. Au contraire, on a du temps et c'est le moment d'en profiter pour essayer des choses plutôt sympathiques. Il y a d'autres actions qui sont menées au sein du département qui sont plus des actions avec un volet social. Par exemple, il y a des matinées multisports qui sont dédiées à des personnes qui ont besoin d'aide, des aides financières qui, par exemple, touchent le RSA. Ça consiste en quoi, ces matinées multisports? Alors là aussi, c'est une expérience qu'on avait faite il y a 4 ans maintenant sur le Rouennais, le secteur du Rouennais, avec des groupes de personnes au RSA, entre 6 et 12 personnes, accompagnées par des coachs sportifs. L'idée, c'était vraiment de les amener à reprendre une activité, à reprendre confiance en eux, parce que quand on est au RSA, on est en rupture un petit peu avec tous les codes de la société. Donc, faire un groupe qui puisse échanger entre eux déjà et simplement se lever le matin pour venir faire une activité. Et on a eu de très bons résultats. On a des gens qui ont eu un retour à l'emploi. On a mis la même chose sur le secteur de Saint-Étienne de façon à avoir un équilibre. On est sur un peu plus d'une centaine de personnes concernées pour l'instant. Donc c'est plutôt positif. Merci beaucoup, Jean-Yves Bonnefoy, d'avoir été notre invité. Yves
Laval, la retraite, vous, c'est quelque chose, c'est une tranche de vie que vous avez plutôt décidé d'orchestrer que de subir, on peut dire, hein, avec tout ce que vous faites. Vous vivez à 1000 à l'heure. Vous ne viviez pas comme ça. Avant, quand vous travailliez, vous étiez responsable informatique dans une entreprise. Vous viviez aussi vite, aussi intensément, ou encore aujourd'hui c'est différent? Disons que oui, c'est différent. Fatalement, c'est obligé, c'est différent. Parce que je ne travaille pas, disons que je ne travaille pas comme on entend un travail. C'est-à-dire, je ne vais pas dans une entreprise. Par contre, pendant ma retraite, j'ai beaucoup d'activités. Alors, il y a le sport, il y a mon association Saint-Chamond Espoir humanitaire, il y a la famille, bien entendu. Et puis, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Il n'y a pas bien longtemps, je faisais plus de 35 heures de travail dans la semaine. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est important parce que je pense que quand on est à la retraite, d'une part, ça permet d'avancer, de vieillir moins vite, de s'intéresser, de partager des choses avec les autres. Puis voilà, c'est un tout, c'est pas qu'une chose, la retraite. Bien sûr, quand on part à la retraite, on a l'impression que ça y est, il y a une tranche de vie qui est finie, on ne va plus pouvoir rien faire, on n'a qu'à s'asseoir dans un fauteuil et puis de regarder la télé. Non, c'est pas ça, on est quand même actif. Voilà. Vous êtes un jeune vieux actif, voilà. Comment on peut dire. Un jeune. Voilà. Est-ce que vous aimez bien cuisiner? Est-ce que ça fait partie de votre... Pas trop, ça c'est quelque chose, c'est pas trop mon truc. C'est vrai? Alors, je m'y suis mis un petit peu, mais non, c'est pas trop mon truc. Par contre, je suis très gourmand. Yves, est-ce que vous connaissez le patia, cette spécialité? Non, je connais pas. Ça vous parle pas? Non, ça ne parle pas. Non. Je vous propose de découvrir tout de suite l'instant culinaire de notre émission. Et on part à la découverte d'une recette, une spécialité forésienne avec Anne-Marie Chazelle, c'est du côté de Chalmazel. Elle est gérante de l'Auberge des Granges. C'est une recette emblématique des Monts du Forêt que je vous propose de découvrir aujourd'hui, le patia. Pour cela, direction Chalmazel à la rencontre d'Anne-Marie qui va nous révéler tous les secrets de fabrication d'un bon patia. Alors il y a 2 orthographes, il y a le patcha et le patia. Le vrai nom c'est le patcha. C'est un nom patois, quoi. Et quand les gens sont descendus travailler sur la plaine du Forêt, ils ne voulaient pas faire voir qu'ils parlaient patois, quoi. Alors ils l'ont écorché un petit peu. C'est devenu patia. C'était un plat qui se faisait dans les jasseries. Et pendant qu'ils étaient en train de garder leurs vaches, tout ça, les pommes de terre cuisaient tranquillement, sans surveillance, bien souvent, dans la cheminée. Cette recette ancestrale se transmet de génération en génération. Anne-Marie l'a apprise de sa belle-mère il y a plus de 40 ans. La première étape, évidemment, éplucher les pommes de terre. Pour les plus vaillants, on le fait au couteau. Je ne sais pas me servir d'un économe, je fais partie de la vieille génération. Dites Anne-Marie, toutes les variétés de pommes de terre peuvent être utilisées pour le patia? Non, toutes les pommes de terre ne font pas du patia. Je le fais avec des pommes de terre qui sont à chair ferme. On les taille à la main parce que nous, on avait essayé une fois au robot avec mon mari. La pomme de terre collait, ça ne nous avait pas plu, alors on a vite recommencé manuellement. Une fois les pommes de terre taillées en rondelles dans une marmite à fond épais, on y rajoute du beurre et du sel. La petite astuce d'Anne-Marie, mettre un peu d'eau chaude pour faire descendre le sel dans la marmite. On peut débuter la cuisson. Sur feu moyen, on couvre et on attend juste que le beurre ait fondu. Et ensuite, on rajoute la crème. Crème entière, 35% de matière grasse. Parce que le secret d'un bon patia... Il ne faut pas lésigner sur la crème et le beurre. Et c'est ensuite sur un feu très doux, ou idéalement un fourneau à bois, qu'on va laisser la marmite mijoter pendant au moins 4 heures. Vous voyez, là, il mijote tout doucement. 4 heures plus tard, on passe à la dégustation. Opération réussie, je suis conquis. Les pommes de terre sont fondantes, le goût de la crème ressort sans être trop présent, c'est un délice. Une bonne idée de plat convivial et familial qui fait perdurer notre patrimoine culinaire ligérien. Mais n'oubliez jamais que derrière chaque festin, quelqu'un a épluché les patates. C'est savoureux, en tout cas, cette recette. Ça fait envie. Ça fait envie, par contre, avant un triathlon moyen, quoi. Voilà, avant un triathlon, je ne pense pas que ce soit le repas idéal pour préparer un triathlon. Est-ce que lors de vos concours, de vos championnats, lorsque vous courez, nagez, est-ce que parfois vous avez rencontré des difficultés et qu'il faut essayer de les surpasser? Mais comment vous faites, en fait? Parce que vous allez vous terminer à chaque fois, pratiquement.
Oui, Vous n'abandonnez pas, quoi. 3 fois, j'ai abandonné. 3 fois sur 270. Voilà. Bon, ça reste convenable. 3 fois, j'ai abandonné. Il faut savoir déjà qu'il y a toujours le stress. Quel que soit l'âge, quel que soit le nombre de triathlons qu'on a fait, de courses ou n'importe quoi, il y a toujours un stress de départ. Et puis après, il faut gérer ce stress. Et c'est sûr que la nourriture, c'est très important. Parce que si on ne se nourrit pas, on ne va pas au bout. Et en même temps, au niveau de gérer le stress avec ça, puis il y a les conditions météorologiques. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile quand il fait vraiment mauvais, quoi. C'est ce qui s'est passé au championnat du monde à Zofingen, où pendant 10 heures, il a plu, une pluie battante. Donc là, comme je dis, il faut déconnecter le cerveau, c'est-à-dire qu'on pose le cerveau et on ne se pose pas de questions, il faut aller au bout, terminé. Voilà. Mentalement, il y a quand même une préparation. Vous vous préparez à faire parfois 180 km à vélo, c'est pas rien. Oui. Disons que oui, c'est tout l'entraînement qu'il faut faire avant. Donc il y a une préparation spécifique. En général, quand il y a une échéance importante, il faut faire 6 semaines avant. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que pendant les 6 semaines qui précèdent, on fait un entraînement spécifique avec des distances qui se rallongent, avec 8 heures de vélo suivies de 2 heures à pied, voilà, ainsi de suite. On nage le matin, on court l'après-midi, ainsi de suite. Voilà. Et quand ça flanche, quand vraiment vous avez l'impression que vous allez abandonner, vous pensez à quoi? C'est quoi votre moteur dans votre tête? Je pense à tous ceux qui n'ont pas la chance que j'ai d'être sur un vélo, d'être en bonne santé. Et puis voilà, à Zofingen, c'est ce qui s'est passé. J'avais un copain qui était pas bien et je pensais à lui. Voilà, c'est un peu la motivation, quoi. La motivation. Yves, à présent, on va continuer sur un autre sujet, toujours en lien avec les seniors. On va parler de l'habitat et comment rester chez soi quand il y a parfois des accidents de la vie ou parfois on devient dépendant. Et pour en parler, nous accueillons Laurie Graton. Vous travaillez à Maison Loire Autonomie. Vous allez réagir au reportage qui va être diffusé. Nous sommes partis à la rencontre de Philippe et Dominique Descaux. Ils vivent dans une maison à la Tour-en-Jarret. Et en 2019, Philippe apprend qu'il est atteint d'une maladie neurodégénérative. Il est alors nécessaire de repenser l'aménagement de la maison. À l'annonce donc de la maladie, c'était en 2019, au printemps 2019. Il faut bien dire que c'est un tsunami, l'heure d'annonce, puisque donc on vous annonce que vous avez une maladie neurodégénérative invalidante. On ne sait pas en fait à quel terme. Et voilà, sur le coup, on est un peu désemparés. On a plein de gens qui sont autour de vous pour vous conseiller gentiment. Tout de suite on vous dit il faut déménager, il ne faut pas rester là, il faut aller habiter en ville avec un ascenseur, enfin voilà. On nous propose des élévateurs avec monte-escalier, on réfléchit, on trouve que c'est très cher. Et puis finalement, j'apprends que la maison départementale du logement et de l'habitat, qui dépend du conseil départemental, il est possible de rencontrer un architecte conseil. Et on a discuté un bon moment avec les plans de la maison, etc. Et elle me dit, mais finalement, est-ce que vous ne voudriez pas plutôt aménager une partie de votre maison? Ça serait peut-être plus logique que d'avoir ce monte-escalier. En plus, on avait une salle de bain effectivement en bas disponible, mais qui n'était pas très adaptée, sachant qu'en fait, une salle de bain adaptée, il faut beaucoup d'espace pour que le fauteuil puisse circuler. En fait, souvent une salle de bain existante, c'est quand même pas évident. Et donc, on s'est orienté sur l'aménagement du logement avec une pièce adaptée complètement pour le fauteuil roulant. Dans cette maison, vous avez la possibilité de consulter quelquefois un ergothérapeute. C'est une personne qui est formée sur tout ce qui est ergonomique par rapport à tous les handicaps, en fait, tout ce qui permet de l'adaptation des gestes au handicap. Et donc, vous êtes conseillé par un ergothérapeute. Et à l'hôpital aussi, vous avez un ergothérapeute qui peut se rendre chez vous et essayer de voir les meilleures solutions d'adaptation pour votre logement. Donc c'est vrai que ça a été déterminant sur l'évolution des choses, sur notre habitat, quoi. À part le kiné, qui est donc pris en charge totalement, tout ce que vous pouvez opérer en dehors du kiné, en fait c'est à votre charge. Souvent les caisses de retraite apportent aussi des éléments importants quand même. Laurie Graton, combien il y a de personnes en perte d'autonomie qui vivent à leur domicile dans la Loire?
Déjà, peut-être que je peux vous donner le chiffre des personnes de plus de 60 ans. On a 220 000 personnes de plus de 60 ans dans le département. À horizon 2040, on devrait avoir 250 000 personnes de plus de 60 ans, soit un Ligérien sur 3. Et sur ce nombre, en fait, on retrouve 14 000 personnes qui sont en perte d'autonomie, qui sont bénéficiaires de prestations, d'allocations personnalisées d'autonomie, et donc qui, chez elles, ont besoin d'un accompagnement pour se maintenir à la maison. Et vers qui on peut s'orienter comme quand il y a un besoin comme ça de réaménager son intérieur, quand on a besoin d'aide financière, on se tourne vers qui? Parce que parfois c'est un petit peu flou, il faut dire. Ouais. Je dirais que déjà, le département vous accompagne de façon globale. Après, il y a 2 portes d'entrée. La première porte d'entrée, comme dans le reportage, on se retrouve face à une perte d'autonomie, à une difficulté de santé. Et là, en l'occurrence, il est bien de s'adresser à la Maison Loire Autonomie. Vous en retrouvez 4 sur l'ensemble du département, Roanne, Montbrison, Saint-Étienne, Elgy, Ondaine-Pila, où vous allez avoir des professionnels qui vont pouvoir vous orienter, vous informer et vous guider dans ce maintien à domicile. Ensuite, deuxième cas de figure, une personne, un retraité plus autonome qui a envie de changement dans sa maison, qui a envie de refaire sa salle de bain. Là, en l'occurrence, il peut peut-être s'adresser à la maison départementale de l'habitat et du logement. On est toujours dans le département, qui est un lieu où, en fait, on va retrouver des experts sur les questions de l'habitat et du logement. Et là, effectivement, on pourra avoir des informations sur la rénovation énergétique, sur la transformation d'une salle de bain, sur, du coup, un volet plus aménagement du logement. Mais le département de la Loire mène aussi des actions, c'est-à-dire que le Ligérien peut aller s'informer auprès de qui exactement? Il y a des ergothérapeutes, il y a des architectes qui sont dédiés à ça? Oui, tout à fait. En fait, on a déjà, dans la population globale, on a plus de 9 personnes qui souhaitent rester vieillir à son domicile. Donc, effectivement, en face, il y a besoin de mettre en place des actions pour leur permettre d'adapter leur logement. Donc, au sein de la Maison du Logement, vous retrouvez notamment des architectes conseils. Madame Déco en faisait cas dans le reportage. Et ce sont effectivement des professionnels qui vont être là pour vous conseiller dans l'aménagement que vous prévoyez au sein de votre logement. Au-delà de ça, on va aussi vous guider sur les aides financières potentielles. Ça prend un petit peu de temps et c'est pour ça qu'on a tendance à effectivement dire aux personnes de faire les démarches le plus tôt possible et d'être dans cette démarche de prévention. C'est pourquoi en fait le département organise sur les marchés, sur les événements, des rencontres avec des ergothérapeutes qui viennent expliquer tout ça aux personnes qui pourraient être concernées. Merci beaucoup Laurie Gratton de nous avoir informés de tout ce qu'on ne savait pas. Merci bien. Yves Laval, retour avec vous. Vous êtes notre invité, vous êtes un triathlète, un grand sportif. Amateur, certes, mais on a l'impression que vous êtes comme un pro. Combien de fois vous vous entraînez par semaine à peu près? Ça se passe comment? Dans la période hivernale, c'est simple. Je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Mais pendant la période des compétitions, c'est tous les jours, parfois 2 fois par jour. Ah oui. Une fois le matin, et puis l'après-midi. J'aime bien aller courir le matin, et comme ça, l'après-midi, soit je vais nager, soit je vais faire du vélo. Et dans quel coin alors vous allez faire toutes ces activités, vous entraîner dans la Loire, vous allez où? Alors, disons qu'on a de la chance, on a quand même un département privilégié, parce que pour s'entraîner en vélo, en course à pied, il y a tout ce qu'il faut. Donc, soit on va dans le Forêt, les monts du Forêt, il y a le Pilat, bien entendu, que tout le monde connaît, et puis aussi dans le Lyonnais, où il y a quand même aussi beaucoup de montées, de descentes, de cols, tout ça. Non, mais on a vraiment un département privilégié pour s'entraîner. Je vous demande cela parce qu'on va vous emmener à présent en altitude, un petit peu du côté de Chalmazel, pour combiner activités sportives et patrimoine local. Et nous partons à la rencontre d'Anne-Marie Griot. C'est une guide de moyenne montagne du côté de Chalmazel. Elle nous donne toutes ses astuces pour bien pratiquer et puis surtout, quel matériel à adopter. Qui ne connaît pas Chalmazel-Jansanière? Et oui, quel Ligérien n'a pas fait ses premiers pas en ski ici? Mais Chalmazel offre également un panel d'activités pour les non-skieurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne chausserons pas une paire de skis, mais plutôt une paire de raquettes. Nous avons rencontré Anne-Marie Griot, accompagnatrice de moyenne montagne à Chalmazel.
Si vous êtes senior, je conseille d'être encadré pour la première fois avec un accompagnateur qui vous permettra de bien vous équiper, de vous donner des conseils sur la sécurité, sur l'orientation. Et ensuite, vous pourrez pratiquer la raquette seule sur des circuits balisés. Et oui, venez absolument au col de la Loge, un site en plus propice aux seniors car il est relativement plat. Sinon, vous pourrez également vous rendre à la station de Chamazel qui propose, elle, 3 circuits balisés. Mais attention à bien s'équiper. Comment s'équiper? Donc avoir des paires de raquettes bien réglées. Il faut que le pied, la chaussure et la raquette ne fassent qu'un. Les bâtons aussi sont indispensables parce qu'on peut les mettre dans le sac à dos et ça répartit la charge sur les jambes. Et un petit sac à dos avec de l'eau, un minimum de ravitaillement, une couverture de survie, une carte et un portable. Mais quels sont les bénéfices de la raquette? Le bénéfice de la raquette par rapport à une autre activité, c'est que c'est beaucoup plus complet. On s'oxygène davantage parce que ça fait travailler davantage les fessiers, les quadriceps. C'est plus physique, mais après on peut adapter en fonction du dénivelé, de son allure et de la durée. Alors si on est peu sportif, il suffit de bien choisir son itinéraire ou d'être encadré par un accompagnateur qui adaptera le circuit en fonction de vos capacités et de vos attentes. Il ne vous reste plus désormais qu'à vous lancer et venir découvrir la raquette à Chalmazel, seul, en famille ou entre amis, mais vous pouvez également pratiquer la raquette dans le Pilat. Alors surtout, n'hésitez pas. Vous faites de la raquette, Yves? Oui, ça m'arrive, mais je vais en faire dans le week-end prochain. D'accord. On a une belle région, Cédric, oui, pour ça on a de la neige. L'été, c'est super. Et l'hiver, il y a de la neige. Enfin, il faut monter un petit peu en altitude. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une belle région pour pratiquer le sport, quoi. Merci en tout cas, Yves, d'avoir été notre invité tout au long de cette émission. On vous souhaite bien sûr de nager, courir et pédaler encore pour bien longtemps. J'ai juste une dernière petite question. Vos prochains défis, c'est quoi? C'est bientôt, c'est fin mars. Donc on va faire une ascension au Népal, on va faire le Pokarkang, qui est 6480 mètres, avec des amis. Et bon, on espère arriver en haut parce que c'est le but, quoi. Bonne préparation en tout cas. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je souhaite terminer cette émission avec une phrase qui résonnera peut-être en vous. C'est une citation aux accents de motivation. Si vous avez tendance à baisser un petit peu les bras, si vous le rêvez, vous pouvez le faire. C'est pas moi qui le dis, c'est Walt Disney. Très bonne soirée à tous et à bientôt.